Et sur l'ordonnance, c'est écrit rupture utérine. Elle a été adressée dans l'hôpital où il n'y a pas de gynécologue. Malheureusement, elle est morte. C'est pour vous dire la gravité de cette pathologie. La rupture utérine est une pathologie grave qui engage le pronostic vital materno-fœtal. Alors, pour faire le cours, on va faire une petite définition, puis un rappel épidémiologique, un rappel anatomopathologique. On va parler un peu de toutes les étiologies. De la clinique, le diagnostic, il est essentiellement clinique. Il n'y a pas besoin d'échographie ou d'examen complémentaire pour faire le diagnostic. Il faut savoir juste faire un bon examen et vous avez votre diagnostic. On va parler des autres formes cliniques. Les diagnostics différentiels, c'est essentiellement les métrorragies du troisième trimestre. C'est le placenta prévien et la HRP. On va voir un petit mot sur le pronostic, puis le traitement qui est important de prendre en charge en urgence la patiente qui présente une rupture utérine. C'est une urgence vitale materno-fœtale. Puis on va parler un peu des moyens de prévention, et puis on va conclure pour retenir les points les plus importants. Alors, la rupture utérine, c'est quoi? La rupture utérine, c'est une solution de continuité. C'est-à-dire qu'il y a une déchirure sur le muscle de l'utérus. Et cette solution de continuité, elle n'est pas chirurgicale, ce n'est pas le chirurgien qui la provoque. D'accord? C'est donc une solution de continuité de la paroi de l'utérus gravide. Donc, de la femme enceinte, c'est un utérus se rend en dehors de la grossesse à cause d'un accident. Par exemple, de circulation, ce n'est pas une rupture utérine. Donc, c'est une pathologie qui survient essentiellement pendant le travail. Elle peut se voir aussi pendant la grossesse, mais c'est surtout pendant l'accouchement. Parce qu'il y a des facteurs qui fragilisent ce muscle, mais c'est surtout dû le plus souvent à des contractions utérines excessives qui vont fatiguer le muscle. C'est comme une déchirure d'un biceps ou d'un triceps ou d'un quadriceps chez un grand sportif qui fait beaucoup d'exercices. Alors, pendant l'accouchement, l'utérus il se contracte. C'est un muscle qui se contracte. Et quand il y a une hypercinésie, ça veut dire aggravation de ces contractions qui vont être intenses et très rapprochées. Ou quand il y a un travail très très long, une femme qui accouche pendant 2 jours, qu'elle est en travail, l'utérus il va se fatiguer, il va se déchirer. C'est la rupture utérine. Elle concerne le corps utérin, ce qui va exclure donc de cette définition les déchirures cervicales. Quand il y a une déchirure du col, ce n'est pas une rupture utérine. On exclut aussi les perforations utérines pendant un curetage, parce que c'est juste un petit point comme vous voyez sur le schéma en bas. Ce n'est pas une rupture utérine, c'est une perforation utérine. Alors, on en parle parce que c'est une pathologie qui n'est pas très très fréquente, mais elle est plus fréquente dans les pays sous-développés, notamment en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie. Pourquoi elle est fréquente dans les pays sous-développés? Parce qu'il n'y a pas un bon système de santé. La prise en charge des patientes n'est pas bonne. Heureusement, elles sont devenues rares. Avec la médicalisation de l'accouchement, elles sont devenues rares. Mais elles sont rares, c'est les ruptures spontanées qui sont rares. Mais maintenant, une nouvelle pathologie. On a beaucoup d'utérus cicatriciels. On césarise les patientes à tort et à travers parfois pour une bonne raison, mais parfois on opère parce qu'on a peur, parce que la patiente se fait opérer au privé, donc il passe facilement à l'acte. Et là, on a des utérus cicatriciels. Donc, en fait, ça a changé. Maintenant, on a plutôt des ruptures utérines sur utérus cicatriciel. Alors, la rupture utérine, elle est polymorphe. D'accord? Elle est polymorphe sur 4 points. Donc, l'étiologie, elle peut être spontanée. Donc, pendant le travail, la patiente elle a une hypercinésie parce qu'il y a une distension photopelvienne, par exemple, il y a un gros bébé. Le muscle, il travaille, il essaye de pousser le mobile fœtal pour l'accouchement, mais le but sur un obstacle, et bien, ce muscle va se fragiliser et va se rompre. Il y a des ruptures provoquées, ça peut être une manœuvre du chirurgien, ça peut être une expression utérine, des ocytociques. Il y a aussi un polymorphisme chronologique, donc il y a des patientes qui vont faire une rupture utérine pendant la grossesse, il y a des patientes qui peuvent la faire pendant le travail. Sur le plan clinique aussi, les lésions elles sont variables, elles peuvent toucher l'utérus, elles peuvent toucher d'autres organes, on va voir ça tout à l'heure. Sur le plan thérapeutique, on a 2 aptitudes. On peut être conservateur, donc on va juste suturer la rupture, comme on peut être radical, on peut aller jusqu'à l'hystérectomie.
Alors, j'ai mis cette planche pour vous expliquer un petit peu. Donc, la rupture, en dehors au troisième trimestre, le dernier mois de grossesse, chez la primipare ou pendant le travail chez la multipare, il y a la formation de ce qu'on appelle le segment inférieur. Alors, sur le schéma de droite, le segment inférieur, c'est une entité qui n'existe pas sur l'utérus qui n'est pas gravide. Sur l'utérus gravide, on a le col, au-dessus du col, cylindre, après il y a le corps utérin. En fin de grossesse ou en début de travail, alors les contractions utérines, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont tirailler, elles vont tirer, elles vont pousser vers le bas, mais en tirant, elles vont créer le segment inférieur, qui fait à peu près 10 cm. Donc ça va créer une nouvelle entité en fin de grossesse ou pendant le travail. En fait, toutes ces contractions utérines elles vont se concentrer sur le segment inférieur. Quand il y a un tiraillement, un étirement de ce segment inférieur, ça fait ouvrir le col. C'est la dilatation cervicale. Et bien sûr, pour pousser la présentation du fœtus, pour sortir de la filière génitale. Donc, toutes les contractions vont se concentrer sur le segment inférieur. Ce segment inférieur, il est très très mince, donc c'est lui qui est sujet aux ruptures. C'est pour ça que dans 80% des ruptures, ces ruptures, elles se font sur le segment inférieur. De 3 à 10%, elles peuvent être segmento-corporelles, ça veut dire qu'elles touchent le segment inférieur et le corps, mais rarement au niveau du corps utérin tout seul, parce que le corps utérin, il est épais par rapport au segment inférieur. Alors, on classe les ruptures utérines selon qu'elles touchent toute la paroi utérine ou pas. Donc, on a des ruptures utérines complètes et des ruptures utérines incomplètes. Quand elles sont complètes, ça va toucher l'endomètre, ça va toucher le myomètre et ça va toucher le péritoine ou la sérose. Quand elles sont incomplètes, ces ruptures utérines, là, elles vont toucher le myomètre. L'endomètre et le myomètre, c'est des ruptures utérines sous-péritoniales. Quand on fait une césarienne, on va voir le bébé à travers le péritoine. On peut les classer aussi sur rupture, selon qu'elles soient sur un utérus intact ou cicatriciel. Alors sur utérus intact. Sur utérus intact, c'est surtout les ruptures pendant le travail, pendant l'accouchement. On peut avoir des ruptures complètes et des ruptures incomplètes. Il faut savoir que quand c'est une rupture sur un utérus intact, c'est plus hémorragique parce que le tissu il est bien vascularisé, le muscle utérin, donc il va saigner beaucoup. Donc, la rupture complète, elle va atteindre, comme j'ai dit tout à l'heure, toute l'épaisseur de la paroi utérine, y compris le péritoine. La lésion, elle est hémorragique, elle est extensive, et les bords, ils sont anfractueux. Donc, ce n'est pas une incision claire, c'est notre fille, je crois que c'est toi qui change. Alors, ce n'est pas une incision franche, donc un utérus déchiqueté, en étoile, en T inversé, en L inversé. Quand c'est une rupture incomplète, c'est le myomètre qui est déchiré, le péritoine est intact, on pourra même aller voir un hématome sous ce péritoine. Quand la rupture elle est sur un utérus cicatriciel, on verra tout à l'heure dans la clinique, c'est un tableau moins franc, donc il n'y a pas de saignement important parce que l'utérus, la cicatrice elle est fibreuse, elle n'est pas très vascularisée. Parfois la patiente elle ne saigne pas du tout. Quand il y a une rupture, c'est un utérus cicatriciel. Donc on parle soit de déhiscence de la cicatrice, quand il y a une rupture incomplète, elle est plus fréquente, ou d'une rupture de la cicatrice, là, les deux berges qu'on avait suturées dans la césarienne antérieure, elles vont s'ouvrir, elles se séparent, et le bébé il va être expulsé dans l'abdomen. On dit que la patiente elle accouche dans son abdomen. Alors, il y a des lésions associées. La rupture, puisqu'elle n'est pas faite par le chirurgien, donc elle peut partir n'importe où. Donc, elle peut descendre vers le col utérin, vers l'isthme. Elle peut toucher l'artère utérine, et là, on aura une hémorragie cataclysmique. Elle peut toucher la vessie, elle peut toucher le vagin. On peut avoir des ruptures rétro-utérines. Comme vous voyez sur la photo de gauche, c'est un hématome. Vous avez l'utérus et à droite, un hématome du ligament large. C'est une rupture latérale, l'artère utérine est touchée et il y a un canal de sang énorme qui se forme. Alors, quelles sont les étiologies de la rupture utérine? Donc, on sépare toujours rupture pendant la grossesse et rupture pendant le travail. Pour ce qui est de la rupture utérine pendant la grossesse, elle est exceptionnelle, heureusement. Elle peut être spontanée,
c'est surtout les utérus cicatriciels. Donc, vous avez une patiente qui a déjà fait une césarienne, si elle fait un gros bébé, un hydramnios, c'est un excès de liquide, ou des grossesses multiples, vous avez une grande distension de l'utérus, ben, cette cicatrice, elle va s'ouvrir. Il y a des ruptures provoquées, elles ne se rencontrent que dans les grossesses avancées. Donc, l'utérus est sensible, on peut avoir pendant la grossesse. Hein, donc, si elle se rend parce que c'est provoqué, ça peut être un traumatisme, un coup de poing, une arme blanche, une arme à feu, un accident de circulation, un coup de pied du mari, si vous voulez. Et ça arrive, hein, on a déjà vu ça. Et pour la rupture utérine pendant le travail, c'est une femme qui est là, puis peut-être ça, il y a des contractions. S'il y a une disproportion fœtopelvienne, ça veut dire que soit le bassin, il est limite, il ne permet pas l'accouchement, que le bébé est gros, ou qu'il se présente par une présentation transverse, par exemple, ou qu'il y a un fibrome prévia, vous allez avoir le moteur, les contractions qui vont s'accélérer pour sortir le bébé, bah, ça va finir par une déchirure du muscle et une rupture utérine. Alors, il y a des causes maternelles, c'est la multiparité. Pourquoi la multiparité? Parce que l'utérus, il est fatigué. Une femme qui a accouché plusieurs fois, on appelle ça, nous, en obstétrique, un utérus chiffon. Il est très, très fragile. Elle a déjà subi des lésions, même intracliniques, même si elle ne se voit pas. Donc, c'est un utérus fatigué, fragile. Il va se rompre pendant l'accouchement. Il y a les altérations de la paroi utérine. Vous pouvez avoir la cicatrice de césarien, la cicatrice d'un curetage qui va se rompre après, du myométomie. Il y a les malformations utérines, il y a les obstacles prévus, par exemple la placenta prévia, un bassin rétréci, un fibrome. Il y a les causes fœtales. C'est la disproportion fœtopelvienne, j'en ai parlé tout à l'heure, donc la macrosomie, l'hydrocéphalie. Il y a les présentations dystociques. Puis il y a des ruptures provoquées pendant le travail. Là, elle est provoquée par nous, les gynécologues. Si vous faites une extraction fœtale, par exemple, par un forceps, et que vous ne faites pas un bon forceps, vous pouvez rompre l'utérus. Il y a la version manœuvre externe. Parfois, on a une présentation transverse, on veut tourner le bébé. Ou une version manœuvre interne. Pendant le travail, on peut faire une rupture utérine. Il y a les grandes extractions du siège. Il y a surtout les expressions. Beaucoup d'obstétriciens et de sages-femmes utilisent des expressions sur l'utérus. Donc, on appuie sur l'utérus pour faire sortir le bébé. Et ça, c'est proscrit, c'est interdit. On ne devrait plus voir ça. Et ça, c'est une cause fréquente de rupture utérine. Et puis, il y a la perfusion d'ocytociques. Les ocytociques, c'est un médicament qu'on donne pour provoquer les contractions. Mais parfois, si votre perfusion n'est pas contrôlée, là, surtout chez nous, par exemple, on n'a pas la seringue électrique. Mais dans les pays développés, ils mettent une seringue électrique, ils vont codifier leur débit, ils vont mettre exactement ce qu'ils veulent. Nous, la perfusion, elle est accélérée, elle est ralentie, la patiente peut la toucher. Parfois, vous mettez une perfusion, elle passe en 5 minutes. Et là, vous allez provoquer une hypercinésie et une rupture utérine. Alors, donc il y a des ruptures utérines spontanées, il y a des ruptures utérines provoquées. Alors, quand elles sont spontanées, on dit que c'est l'utérus qui va se rompre. Parce que c'est spontané, on n'a rien provoqué, il se rompt tout seul. Soit il est fragile, soit parce qu'il a une cicatrice, soit parce qu'il y a un obstacle. Il y a les ruptures utérines provoquées, c'est un utérus qu'on va rompre. Ça, c'est le traumatisme, accident de circulation, le chirurgien, les manœuvres, version manœuvre interne, externe, forceps, perfusion d'ocytociques. Alors, cliniquement, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'elle présente la patiente? On a deux tableaux. On a la rupture utérine classique, c'est le type de description, c'est la disproportion fœtopelvienne. On a la rupture utérine sur utérus cicatriciel, c'est la déhiscence de la cicatrice. Donc notre type de description, c'est la rupture utérine classique, la disproportion fœtopelvienne sur utérus sain. Heureusement, elle est devenue exceptionnelle. Mais ce n'est pas le cas dans tous les pays. Si vous partez en Afrique, les femmes accouchent toutes seules. Donc, il n'y a pas de diagnostic de disproportion, donc il n'y a pas de bloc opératoire pour faire une césarienne quand il y a un accouchement qui est impossible. Alors, cette rupture utérine classique sur disproportion fœtopelvienne, elle a d'abord une phase de pré-rupture. Donc, en fait, quand on est là, en salle d'accouchement, on devrait diagnostiquer ça. Ça nous prévient, ce n'est pas une rupture utérine inopinée, ça ne va pas passer inaperçu. Si on prend une bonne surveillance, elle ne va pas passer inaperçue. Donc, vous avez le syndrome de Mendel-Stroem. C'est surtout un travail prolongé, par exemple, une hypercinésie. Donc, vous allez quoi?
il y aura une hypertonie utérine. Ces contractions, elles sont tellement proches qu'elles vont se fusionner. Vous allez avoir un utérus qui ne va pas se relâcher. Il est tout le temps contracté. Il y a une rétraction du corps utérin, il va se déformer en sablier ou en brioche. D'accord? L'utérus, il va devenir comme une brioche et on aura l'anneau de Bundel et Frommel. D'accord? C'est là que va survenir la cicatrice. Donc cet anneau va s'ascensionner. Il y a des tensions. La patiente va avoir très très mal parce qu'il y a une contracture, parce qu'il y a une torsion sur les ligaments ronds. Quand on palpe, on a un abdomen de bois. Et si on n'intervient pas, c'est la rupture utérine, l'hémorragie interne, la mort de la patiente et du fœtus. Après, là, vous avez la phase de rupture, proprement dit. Donc, si vous passez à côté de ce diagnostic, vous avez la rupture. Il y a une douleur soudaine, un coup de poignard, et puis la patiente, elle va sentir quelque chose de chaud. C'est le sang dans son ventre, le liquide amniotique et le sang. Puis, il y a une sensation de bien-être qui vient après. Après la rupture, la tension, la contraction s'arrête, donc la douleur, le tiraillement sur le ligament rond s'arrête, et la patiente, elle se sent bien pour le moment. Et après, elle va faire un état de choc. Et là, vous risquez la patiente et le bébé. Donc, si vous auscultez la patiente, les BCF sont soit embradis, donc ralentis, soit ils sont absents. Si vous palpez, ben vous n'allez plus retrouver cet utérus. Vous allez dire, la patiente a accouché, quoi. Vous allez chercher, et là, sous la peau, si la patiente n'est pas obèse, vous allez toucher le bébé sous la peau. Vous pouvez toucher sa tête, vous pouvez toucher ses membres, et s'il est encore vivant, vous allez même percevoir des mouvements du bébé sous la peau. Et si vous faites un toucher vaginal, vous ne trouverez plus la présentation. Si avant la rupture, la patiente, vous avez touché la tête, vous allez dire, allez, à 3 cm, je touche une tête, et ben, elle disparaît, cette présentation, parce que l'utérus est sorti, le bébé est sorti de l'utérus. Voilà, avec les présentations, vous allez avoir un col fermé, et puis il y a du sang qui vient. Ça dépend de l'abondance du sang, parce que si ça sert en extra-utérin, ça va être dans l'abdomen. Parfois, vous avez un petit filet de sang qui va descendre. C'est pas comme placenta prévia où le saignement est abondant. Dans la rupture utérine, parfois, il n'y a même pas de saignement. Hémorragie interne. Et puis, vous avez la rupture cicatrice. On reprend, la réduire, alors sur l'utérus cicatriciel, le tableau il est différent. C'est un tableau sourd, ça fait beaucoup de bruit. C'est une rupture utérine à bas bruit. Il n'y a pas de déformation sablier. Et les cicatrices, souvent, ils sont bons. En fait, c'est juste une cicatrice. Parfois, c'est tout. Le bébé, il reste dans l'utérus. Parfois, si elle est très très large, il peut être accouché dans l'abdomen, mais souvent, c'est une rupture que parfois, on ne va même pas savoir qu'il y a une rupture. On peut même terminer l'accouchement. Et si on fait une révision utérine, il faut faire une révision utérine. Chaque fois que vous faites un accouchement, ça, on est au cicatriciel. Chaque fois qu'on fait un accouchement, on doit faire une révision et essayer de palper la cicatrice utérine. On sait à peu près où est-ce qu'elle est, la cicatrice césarienne, segmentaire. Donc, en antérieur, juste après le col, vous essayez de palper. Parfois, vos doigts ils vont sortir, enfin, ils vont rentrer dans l'abdomen. Une fois bloqué, la résistance de strus, donc vous avez des douleurs implacables. C'est ce qu'on reçoit une malade qui a déjà une femme enceinte, qui a déjà subi une césarienne, donc on cherche toujours à ce qu'il y ait une douleur au niveau de la cicatrice pour voir s'il n'y a pas de la dilatation va faire ça normal. Puis le saignement, il est minime parce que la rupture sur cicatrice, je dis que la cicatrice elle est fibreuse. On a vu des ruptures utérines sans aucune goutte de sang, la patiente ne saigne pas parce que c'est juste un décollement des deux berges qui sont mal accolées de l'ancienne césarienne. Alors, il y a des formes cliniques. En dehors des deux tableaux décrits tout à l'heure, on a par exemple la rupture utérine ainsi. Le reste, le fœtus il reste dans l'utérus, se découvre par exemple pendant la césarienne ou la révision. Ça nous arrive de faire des césariennes. Parce qu'il y a une indication, parce que la patiente a déjà été opérée 2 ou 3 fois. Et quand on opère, on trouve déjà une rupture
sous-péritonéale souvent. Ça veut dire qu'on voit le péritoine, il n'y a plus le muscle et on voit carrément le bébé à l'intérieur. Et à la rupture utérine sur les vues, là, c'est un tableau plus urgent. Là, on n'a même pas le temps de faire le diagnostic. Vous avez la mort subite obstétricale. Vous avez une patiente, elle contracte, hop, elle est morte. Et là, vous savez même pas pourquoi. C'est une embolie, c'est une rupture, c'est un HRP. Ça, c'est l'autopsie qui nous dira. Donc, on découvrira ça à l'autopsie parce qu'on n'a même pas le diagnostic ni le temps de le faire. Et à la rupture utérine retardée, elle se révèle sous forme d'état de choc progressif dans les suites de couches. Donc, vous avez une patiente qui a accouché, tout va bien. C'est bon, elle reste 2 heures en observation en salle d'accouchement, puis elle monte dans la chambre, puis elle fait un état de choc. Parce que l'hématome, la rupture est passée inaperçue et le saignement il est lent, progressif. Il risque d'emporter après la patiente si vous ne la mettez pas au bloc rapidement. Il y a la rupture utérine pendant la grossesse. Donc là, il y a des douleurs, saignement. C'est diagnostic, il est difficile. Parce que la patiente, elle n'est pas en travail. D'accord? Elle peut venir pour une douleur, vous pensez à une appendicite, un colique critique, elle ne contracte pas la patiente. L'examen peut être normal parce que le fœtus, il est toujours en intra-utérin, les BCF sont bons. C'est délicat parfois de faire le diagnostic. Et il y a des ruptures utérines compliquées parce que la déchirure va se propager, va toucher la vessie. Si l'utérus est cicatricié, la patiente a déjà été opérée. Parfois, on a des adhérences, on peut avoir une vessie collée à l'utérus. L'incision de la rupture va se propager sur la vessie, par exemple sur l'artère, sur les vaisseaux, sur le vagin et sur le col. Alors, quels sont les diagnostics différentiels à évoquer devant une rupture utérine? Vous allez voir tout le temps, c'est les hémorragies du 3e trimestre et notamment la HRP et le placenta prévia. Il faut toujours faire la part des choses entre la HRP et un placenta prévia et une rupture utérine, c'est des tableaux différents. La HRP, c'est souvent une patiente hypertendue qui n'a pas les mêmes douleurs, mais c'est vrai que vous allez avoir une contracture abdominale, mais c'est surtout une patiente qui peut être en état de choc facilement avec un saignement minime, patiente bouffie avec des œdèmes. Il y a un tableau qui pourra vous diriger vers ça. Le placenta prévia, c'est surtout les hémorragies inopinées, au calme. La patiente, quand elle dort la nuit, elle va sentir du sang qui descend. Ça peut être une urgence aussi, ça dépend du taux de sang qu'elle va perdre, mais souvent la patiente elle est au calme, donc il n'y a pas de douleur. Et ça, c'est l'échographie qui fait le diagnostic. Vous avez les déchirures du col, ça c'est après l'accouchement. Vous pouvez faire un forceps et puis la patiente saigne, vous allez développer une rupture utérine. Finalement, si vous mettez un spéculum au départ, vous allez avoir que c'est le col qui saigne. Et puis il y a l'hémorragie de la délivrance. Donc après l'accouchement, la patiente saigne, vous ne savez pas, c'est une hémorragie de la délivrance, c'est une rupture. Là, c'est la révision utérine toujours qui va faire le diagnostic. Vous allez mettre votre main dans le vagin, dans le col, puis dans l'utérus et chercher est-ce qu'il y a une solution de continuité. Alors, le pronostic, il est sombre. C'est la mortalité fœtale. Alors, la fœtale est très quand il y a une rupture utérine, le bébé il peut être expulsé dans l'abdomen, mais le placenta aussi. Mais si le placenta il se détache de l'utérus, donc le bébé il n'est plus perfusé, il reçoit de sang de sa maman, donc pas d'oxygène, pas de nutriments, c'est la souffrance et la mort. On a déjà sauvé des bébés sur rupture utérine, on a déjà opéré des patientes en rupture utérine, mais rapidement, et on a sorti des bébés vivants. Mais vous avez quelques secondes devant vous. Si vous agissez très très vite, vous avez une chance peut-être de le sauver. Mais la mortalité, elle peut aller jusqu'à 90%. Pour ce qui est de la mortalité maternelle, j'ai été allé entre 2 et 20%. Et là, ça dépend des pays. Vous êtes dans un pays sous-développé, en Afrique subsaharienne, l'Inde, chez nous, en Algérie, au sud, vous n'avez pas d'obstétricien, vous n'avez pas de chirurgien. Et vous avez une femme accoucheuse, parfois même pas une sage-femme, s'il y a un utérus cicatriciel qu'elle accouche, elle fait sa rupture utérine, elle ne peut rien lui faire, et là, c'est la mort certaine. Alors, le traitement,
le traitement il est chirurgical. D'accord? C'est la seule sanction qu'on a. Mais là, d'abord, avant d'arriver à la chirurgie, enfin, en même temps que la chirurgie, il faut réanimer la patiente rapidement au bloc, la réanimer, la transfuser et l'ouvrir pour l'opérer. C'est un travail d'équipe qui doit se faire en quelques secondes. Vous savez, l'obstétrique, c'est les plus grandes urgences. Il n'y a pas plus urgent que l'obstétrique. C'est un métier d'urgence au premier plan. Nous, on a 2 vies à sauver, mais on a quelques secondes pour agir. Vous êtes en chirurgie, vous avez une appendicite, vous avez opéré dans 6 heures, vous avez une péritonite, vous allez la réanimer, et vous allez opérer dans 6 heures, vous avez un accident de circulation, vous avez le temps de faire un scanner, des radios pour voir ce qu'il a. En obstétrique, ça ne pardonne pas. C'est quelques secondes. C'est pour ça que notre bloc d'accouchement il est toujours collé au bloc opératoire. Parce qu'un accouchement peut virer rapidement à une catastrophe. Alors, le traitement chirurgical, il peut être conservateur, mais il peut être radical. Parfois, quand vous avez une petite déchirure, vous pouvez la réparer, vous dites que c'est réparable, mais parfois, vous pouvez arriver à l'hystérectomie d'hémostase parce que c'est impossible de conserver, il n'y a plus d'utérus, il est déchiqueté en 1000 morceaux, c'est impossible de le réparer. Puis, il y a les lésions associées, parfois c'est la vessie, c'est le col, le vagin, l'urtère qu'il faut réimplanter. Et il y a une discussion, quand vous avez une rupture utérine, est-ce que vous allez autoriser cette patiente à accoucher? Ça, c'est un vrai problème. Quand il y a une rupture utérine, la prochaine fois, la grossesse, elle est vraiment une grossesse à risque. Donc, est-ce qu'il ne faut pas ligaturer les trompes? Mais bon, ça dépend, c'est une raison pour elle. Vous pouvez pas autoriser, et puis médico-légal. Si la patiente ne nous autorise pas, on ne pourra pas le faire. Peut-être qu'il faudrait la programmer après, lui dire, après l'incident, si elle survit, de programmer ça, de réfléchir à ligaturer ses trompes, parce que la prochaine grossesse, elle va faire une rupture utérine. Alors, mais le plus important, c'est la prévention. Parce que c'est une pathologie mortelle, mais qu'on peut prévoir. Par rapport à l'HRP, le placenta prévient, on ne peut pas prévoir. L'hémorragie de la délivrance, parfois on ne peut pas prévoir. Mais la rupture utérine, vous pouvez la considérer comme une erreur médicale. Si vous êtes en train de faire accoucher une patiente et elle vous fait une rupture utérine, c'est que vous avez commis une erreur. Donc, il faut prévenir ça. Alors, il y a 3 volets. Il faut dépister les dysociés. Donc, si vous avez une patiente qui a un bassin limite et que son bébé fait 5 kilos, vous acceptez de l'accoucher, vous êtes en faute, c'est de votre faute. Elle va rompre son utérus, elle va perdre son bébé, elle va perdre la vie, mais là, c'est de votre faute. Donc, c'est vraiment une mortalité évitable. On devrait travailler sur ça. Les Occidentaux sont arrivés à travailler sur ça parce qu'ils sont bien organisés, mais chez nous, on voit toujours ce genre de patients. Il faut évaluer la cicatrice utérine aussi. Alors, quand vous opérez une patiente, vous faites une césarienne, en principe, il faudrait la revoir 3 mois après pour voir est-ce que la cicatrice est bonne ou pas. Vous pouvez faire une hystérosalpingographie, vous pouvez faire une hystéroscopie, c'est une caméra qu'on met dans l'utérus. Je crois que l'autre fille, tu as vu une hystéroscopie aujourd'hui. Et puis, vous pouvez faire une hydrosono. L'hydrosonoscopie, c'est une échographie, mais on injecte d'abord par le col du sérum salé. C'est pour dilater la cavité utérine. Et on met l'échographe et on va voir la paroi antérieure de l'utérus. Est-ce qu'il n'y a pas une échancrure? C'est la déhiscence, en fait. On l'appelle ismoncèle. Mais c'est une déhiscence. C'est une échancrure, ça veut dire qu'il n'y a pas une bonne cicatrisation. Et là, si la patiente veut faire une grossesse, il faut prévoir qu'elle va faire une rupture, donc il faudrait la césariser à terme, avant le travail. Donc on peut prévenir ça. Et puis dans la salle d'accouchement, il faut bien surveiller les patientes, bien surveiller les accouchements, d'accord? Alors, on peut prévoir ça en faisant des césariennes prophylactiques. Quand vous avez une patiente qui fait une césarienne corporeale, ça veut dire que quand ils l'ont opérée, ils ont coupé sur le corps l'utérus. Là, c'est une cicatrice fragile. Nous, on fait des césariennes segmentaires. Je vous ai montré tout à l'heure le segment inférieur, c'est là-bas qu'il faut faire la césarienne. Il y a ceux qui montent sur le corps pour des raisons de difficulté de la césarienne. La césarienne corporeale est une césarienne fragile. Il faut l'opérer la prochaine fois. On ne peut pas autoriser un accouchement. Si c'est une césarienne segmento-corporelle, c'est pareil. Si elle a fait déjà une rupture utérine, c'est une patiente qu'il faut césariser. Si vous la laissez accoucher, elle va faire une rupture utérine, vous êtes en faute.
Si la patiente a plusieurs cicatrices, comme nous maintenant on opère les bicicatricielles et tricicatricielles, c'est une indication de césarienne. Quand vous faites une césarienne à une patiente, qu'elle fait une infection endométrique dans le postpartum, votre cicatrice, elle est infectée, elle est mauvaise. Donc il faut l'opérer la prochaine fois. Quand vous avez un bassin rétréci, ça empêche un accouchement, une grossesse à terme. Quand vous avez une présentation de front, une transverse, une grossesse gémellaire, macrosome, hydramnios, ça peut être des indications. Donc il faudrait dépister toutes les dystocies feto-maternelles pour indiquer les patients qui vont accoucher ou celles qui devraient être opérées pour éviter la rupture utérine. Alors en Occident, le progrès obstétrique a radicalement changé le profil de la rupture utérine. Eux, ils n'ont pas de tableau de rupture utérine sur utérus sain, ils ont des ruptures utérines sur utérus cicatriciels, donc ils peuvent être pendant la grossesse et des ruptures spontanées parce qu'ils font beaucoup de césariennes. Vous savez qu'au Brésil, 80% des femmes accouchent par césarienne. Mais dans les pays développés, le pronostic il demeure sombre parce qu'on a jusqu'à aujourd'hui des ruptures sur utérus sain. On a des ruptures utérines, même à Mustapha, dans tous les services d'Alger et d'Algérie, sur une femme qui vient, c'est son premier, elle n'a pas de cicatrice, mais on a mal évalué le pronostic de l'accouchement, elle a laissé cette patiente accoucher, elle contracte beaucoup, elle fait une hypercinésie, et elle va rompre son utérus. Alors la rupture utérine, c'est une pathologie grave, elle engage le pronostic materno-fœtal, et c'est souvent, pour la plupart du temps, une faute médicale. C'est un mauvais diagnostic, c'est une mauvaise indication, parce que c'est une pathologie qu'on peut éviter et qu'on devrait éviter. Voilà, j'espère que c'est clair et j'attends vos questions. Vous pouvez ouvrir vos micros si vous avez des questions à me poser. Alors, je réponds à la première question. Donc, est-ce qu'une femme qui a déjà accouché par césarienne peut accoucher par voie basse? C'est une bonne question. Ça dépend de l'indication de la césarienne. Si l'indication de la césarienne, c'est pour un problème permanent, ça veut dire qu'elle a une petite taille, elle a un bassin qui est chirurgical, ça veut dire qu'il est limite, on ne peut pas accepter un accouchement, et bien, à chaque fois, elle fera une césarienne. Maintenant, si vous faites une césarienne parce qu'il y a une souffrance fœtale, il y avait une urgence, il y a le bébé qui souffre, et vous l'opérez là, elle peut faire un accouchement la prochaine fois. Mais si l'indication, elle est fixe, parce qu'il y a un problème de bassin, par exemple, là, à chaque fois, le bassin est toujours chirurgical. Donc, à chaque fois, c'est une césarienne. Et si la cause de la césarienne n'est pas permanente, parce que c'était un bébé transverse, par exemple, c'est une césarienne. Mais ça, c'est une césarienne parce que le bébé se présente en transverse. Ben, la prochaine fois, vous examinez. S'il se présente par le sommet, par la tête, vous l'accouchez. Donc, c'est pour les causes permanentes. C'est une cause permanente à chaque fois. À chaque fin de grossesse, la sanction, c'est la césarienne. Et si la cause n'est pas permanente, la patiente qui a déjà été césarisée peut accoucher. Alors, pour la deuxième question, c'est quoi une déformation en sablier? C'est la de Bandel et Frommel. J'ai dit que l'utérus va tellement contracter, vous allez avoir une corde qui va se créer, qui va séparer l'utérus en deux. C'est le lieu où va se produire la rupture utérine. Alors, quel est le nombre de césariennes possibles? Le nombre de césariennes possibles est illimité. Vous pouvez faire 10 césariennes, 20 césariennes, c'est à votre guise. Il n'y a pas de contre-indication à faire une césarienne. Maintenant, est-ce qu'il y a une contre-indication à faire la grossesse? C'est votre chirurgien quand il va vous opérer. Moi, j'ai opéré des femmes qui ont déjà fait 7 césariennes, 8 césariennes. Parce que si les conditions, quand vous allez opérer, vous trouvez qu'il n'y a pas de licence de la cicatrice, que la cicatrice est bonne. Là, c'est comme si elle n'a fait qu'une seule césaриenne. Chaque fois, les cicatrices, elle est bonne, elle peut toujours accoucher. Et ce qu'on fait, nous, il y a une licence, qu'on trouve une mauvaise cicatrisation quand on fait une césarienne pour une femme qui a déjà été opérée. Donc, lorsqu'on fait une césarienne, on essaye de réséquer l'ancienne cicatrice. On l'enlève pour que ça soit
solide pour la prochaine. Il n'y a pas de limitation en césarienne, sauf si vous trouvez qu'il y avait une rupture utérine, que c'était une catastrophe à l'intérieur, qu'il y a des adhérences partout. Vous pouvez dire à la patiente, il vaut mieux éviter, parce que c'est difficile de vous opérer la prochaine fois. Mais sinon, il n'y a pas de limite de nombre de césariennes. Alors, les examens complémentaires, le diagnostic, il est clinique. Je n'ai pas parlé d'examen complémentaire, j'ai dit que l'examen diagnostic, il est clinique. J'ai parlé des examens complémentaires après la césarienne, pas pour la rupture. Normalement, chaque fois qu'une femme se fait césariser, après la césarienne, 3 mois après, il faut apprécier la qualité de la cicatrice pour lui autoriser la prochaine grossesse. Ce n'est pas pour un diagnostic de rupture, c'est pour voir est-ce qu'il y a une bonne cicatrisation. Alors, est-ce que la césarienne est systématique en cas de cicatricielle? Elle n'est pas systématique, j'ai dit, sauf si la cause de la première césarienne, elle est toujours là. Vous avez un bassin chirurgical, un bassin limite qui ne pourra pas permettre un accouchement, ben à chaque fois, c'est une césarienne. Alors, s'il y a une femme qui a fait une rupture utérine et qu'elle est enceinte maintenant, oui, souvent, elle peut se faire pendant. Alors, excusez-moi. Donc, s'il y a une rupture utérine, la femme, quand elle est enceinte, elle risque de faire une rupture utérine. Sauf si le bébé est petit, peut-être qu'elle ne pourra pas faire, mais elle ne pourra pas faire le travail. Si elle rencontre un travail, elle fera une rupture utérine. Mais parfois, si elle a les drames, c'est le grand bébé, elle fera sa rupture utérine. Enfin, souvent, elle fera une dilatation utérine. Alors, quand est-ce qu'on fait la ligature de trompe? Ça, c'est compliqué parce que si la patiente, elle ne veut pas la faire. Ça se discute parce que c'est médical. La ligature des trompes, elle peut changer d'avis, elle vous dira oui, moi j'étais au bloc, j'avais peur, j'ai dit on refuse. Donc nous on la fait pas. C'est vraiment pour sauver la femme, c'est catastrophique. Parfois on la fait, mais on hésite. Nous on préfère revoir la malade après, 3-4 mois après, on la convoque, on lui dit tu veux faire une ligature, on te programme, on te fera une ligature sous cilioscopie ou on ouvrant la patiente. Alors pour l'hystérectomie, on l'a fait, si on n'arrive pas à réparer. Parfois les déchirures, elles partent partout, elles sont en étoile, l'utérus est détruit, vous ne pourrez même pas le reconstituer. Et là, vous ferez une hystérectomie. En principe, après chaque césarienne, parce qu'il y a une vérification, la cicatrice est nécessaire après, et systématique après chaque césarienne. On ne le fait pas en Algérie, mais ils le font à l'étranger. Oui, il faut systématiquement faire vérifier la qualité de la cicatrice pour savoir ce qui va se passer le prochain accouchement. Si vous faites ça, vous trouvez qu'il n'y a pas une bonne cicatrice, vous allez programmer la prochaine fois un malade pour une césarienne. Alors, est-ce que le taux de récidive est élevé? Ça, on n'en sait pas. Oui, il est élevé. Il y a une rupture terrible, la prochaine fois, presque 100% de faire une rupture. Alors, la cicatrice, comment on la vérifie? C'est pas de l'extérieur, c'est pas. Comment vérifier la cicatrice sur le plan profond? On la vérifie de l'intérieur de l'utérus. C'est à l'intérieur le muscle. En superficiel, sur la paroi utérine, c'est l'acérose péritoine. Il est bien cicatrisé. Mais nous, on fait une hystéroscopie, on rentre dans l'utérus et on regarde la qualité de la cicatrice. Et on va voir peut-être qu'il y a une brèche toujours. Ou bien en faisant une stérosalpingographie, ça va nous dessiner, la radio dessinera la cavité utérine. Ou en faisant une échographie. Devant une femme qui a fait une rupture utérine, qui est enceinte, on fait une césarienne systématiquement. On ne pourra jamais considérer un accouchement par voie basse. C'est toujours une césarienne. Rupture utérine, elle va faire sa rupture la prochaine parce que la cicatrice n'est pas bonne. La cicatrice de la rupture utérine, elle n'est pas bonne. C'est une catastrophe. Donc, c'est un utérus fragile. On n'a pas le droit de l'accoucher. Mais de rien. Docteur, j'ai une question. Oui, je t'écoute.
C'est quoi les indications de l'hystéroscopie chirurgicale comparée à l'hystéroscopie d'exploration? Ah, les stéréoscopies d'exploration, c'est parce que, au fait, avant que tu rentres au bloc, tu n'as rien vu. Tu n'as pas d'indication, tu n'as pas de fibrome, tu n'as pas de polype, tu ne vas pas pour opérer. C'est surtout les infertilités. Il y a des patientes, elles vont faire une FIV par exemple, ça ne marche pas. Elles ont cherché partout, il n'y a pas de raison. On se dit, allez, on regarde, peut-être qu'il y a un petit polype qu'on a raté. Peut-être qu'il y a une petite synéchie, un accolement de la paroi utérine qu'on n'a pas vu à l'écho ou à l'hystérosalpingographie. Donc, on fait une hystérodiagnostic pour regarder si on n'a pas raté quelque chose. Il y a des femmes qui sont stériles, on n'a trouvé aucune raison, ben on se dit, attends, ils ont trouvé que dans 20% des cas, par exemple, ils trouvent des polypes infracentimétriques, 3 à 4 mm, qui bougent à tout, par exemple. Donc, tu peux faire ça. Mais l'hystéroscopie opératoire, c'est parce que tu sais qu'elle a un fibrome, tu vas l'enlever. Tu as une synéchie, tu vas l'enlever. Tu as une coloration utérine, tu pars par l'enlever. Donc, c'est opératoire. Tu sais très bien que tu vas aller opérer. D'accord, D'accord? merci. Et j'ai une hystéroscopie demain, hein, si tu es intéressé. Alors, c'est quoi une mini césarienne? La mini césarienne, ça s'appelle pour la grossesse extra-utérine, hein, ça s'appelle pas pour extraire un bébé. C'est la salpingotomie, quand c'est la mini césarienne, c'est la césarienne tubaire. C'est la césarienne de la trompe. Il y a une grossesse extra-utérine, vous ouvrez un peu la trompe pour sortir le trophoblaste et la grossesse. Et sinon, la césarienne pour accouchement, c'est la césarienne. Il n'y a pas de mini césarienne. J'attends des questions encore. N'hésitez pas. J'attends toutes vos questions, s'il vous plaît. Bon, l'autre, je pense qu'il n'y a plus de questions. Oui, On va terminer la séance alors. oui, faut sauvegarder l'enregistrement et quitter la séance. C'est tout. Parfait. Merci. Ben, merci. Ben, au revoir. Merci à vous. Et bonne soirée. Bonne soirée. Mais non, mais c'est un peu la Bible, donc c'est bon. Mon fessé était là, donc le background était là.